de l'ENSTA, qui va nous parler de la relation entre le principe de l'axiome de Pont-Triagine, l'approche Hamilton-Jacobi, pour des problèmes de contrôle avec des contraintes d'état intermédiaires. Asna, je t'en prie. Merci beaucoup pour cette introduction et encore une fois, merci à tous les organisateurs pour cette initiative qui est vraiment formidable pour que notre communauté continue à communiquer sur nos recherches et puis à garder un lien. J'aimerais aussi dire que c'est le dernier séminaire que je donnerai en tant que membre de l'ENSTA, puisque je vais avoir le plaisir à partir de février prochain de rejoindre donc l'INSA à Rouen. Donc je vais changer de région pour me retrouver en Normandie. Alors donc effectivement, je vais parler de ces relations entre le principe de Pont-Triagine et l'approche Hamilton-Jacobi en contrôle optimal. C'est un sujet qui m'intéresse depuis quelques années. Je vais expliquer pourquoi sur le plan théorique et puis aussi ça a des motivations qui sont concrètes puisque ces relations vont nous servir dans la résolution de certains problèmes en aérospatial. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un travail avec Olivier Bokanowski et Agnès Desilles. Et les applications dans l'aérospatial sont avec Éric Bourgeois du CNES. Alors, de quoi s'agit-il? Asna, excuse-moi, voilà, il y a ton micro qui s'est mis en mute. Oui, non, encore. Ton micro est à nouveau. Ouais, là, ça va. D'accord, donc oui, ok. Donc je m'intéresse à une classe de problèmes de contrôle optimal que je vais présenter ici dans la forme la plus simple possible, dans un horizon de temps qui est fini, un ensemble de contrôles tout à fait classiques, des fonctions mesurables qui prennent leur valeur dans un compact. Les trajectoires sont des solutions d'équations différentielles les plus simples possibles avec des hypothèses standards pour garantir l'existence de trajectoires pour chaque contrôle. Donc chaque trajectoire est paramétrée par une commande ou un contrôle, donc une fonction mesurable qui paramètre au fait la trajectoire. Donc, sous mes hypothèses, je vais supposer que l'ensemble des trajectoires est bien défini et dans toute la suite, je vais le noter, donc cet ensemble S qui sont des fonctions bien régulières. Donc, de ce côté-là, il n'y a aucune difficulté, l'ensemble des trajectoires est bien défini. Je vais faire une hypothèse supplémentaire où je vais supposer que l'ensemble des dynamiques est convexe. Donc cette hypothèse va me garantir que l'ensemble des trajectoires, c'est un compact dans l'espace des fonctions continues. Donc ça, c'est très utile aussi pour évacuer toute la question de l'existence des solutions pour les problèmes de minimisation. Donc on sait très bien que lorsqu'on minimise, on aime bien avoir de la compacité, on va minimiser sur l'ensemble des trajectoires. Et pour évacuer cette question, donc, je vais considérer cette hypothèse-là, qui est satisfaite, par exemple, si le contrôle rentre linéairement dans la dynamique. Donc là, l'ensemble des trajectoires est bien posé, la notation pour les contrôles, tout ça, c'est bien posé. Et je vais m'intéresser maintenant à des problèmes donc, de contrôle optimal, très simples, où on cherche à minimiser un coût final. Donc ici, je suppose que j'ai uniquement un coût final, pas de coût distribué. Un coût final simple, une fonction phi que je suppose de Lipschitz, C1, enfin c'est infini, comme vous voulez. On minimise sur l'ensemble des trajectoires et puis je vais rajouter, en fait, je suis intéressée par les cas où on aura des contraintes finales ou des contraintes intermédiaires. Donc ça, c'est les contraintes, par exemple, qu'on impose à l'instant final, plus une contrainte qu'on peut
imposée aussi à des instants intermédiaires que je vais supposer ici que j'en ai juste un, donc un instant T1 et qui est fixé pour simplifier le propos. Alors, je vais m'intéresser à pourquoi ce type de contrainte intermédiaire ou de contrainte finale. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait, enfin, que l'étude est motivée par quelques exemples en aérospatial. En aérospatial, donc l'exemple le plus simple que tout le monde connaît, c'est le problème de Goddard, la fusée qui monte. Donc sa trajectoire suit une équation différentielle sous cette forme qui traduit juste la première équation, c'est la dérivée de la position, c'est la vitesse. La dérivée de la vitesse, c'est l'accélération et donc c'est la somme des forces divisées par m. Et puis, on a aussi une dynamique pour la masse qui varie au cours du temps. Donc, la masse de la fusée, c'est la structure plus la masse de l'ergol qu'on utilise pour la poussée. Donc, dans les forces, on sait qu'il y a la force de poussée, la force de traîner, et puis la force de gravité. Donc ça, c'est un modèle très très simple. La loi de Newton décrit complètement le modèle qui, dans cet exemple, est contrôlé par U. Donc la variable U, c'est la fonction en fait, qui donne le pourcentage de poussée qu'on va utiliser. Donc c'est la fonction U qui est là. Donc l'équation différentielle, elle est complétée par des conditions initiales. À la position initiale, donc ça c'est la position relative. Donc on suppose relative au fait au rayon de la Terre, donc on la normalise à 1, tout est normalisé à 1. La masse aussi, on suppose qu'elle est égale à 1 à l'instant initial, et la fusée étant au repos, donc la vitesse est nulle au départ. Le contrôle, il a des contraintes très simples, il est entre 0 et 1 en tant que pourcentage, et ce qu'on souhaite faire, c'est amener donc la fusée à une altitude supérieure à R étoile. Donc ça, c'est un problème de contrôle optimal classique, où on cherche à maximiser la masse finale, c'est-à-dire minimiser moins la masse finale, avec cette contrainte finale que R de t doit être supérieur à R étoile. Alors les vrais problèmes donc d'optimisation de trajectoire sont on peut les voir comme des généralisations avec des modèles un peu plus complexes, mais ça reste quand même le même principe. Alors sont plus complexes parce qu'on ne peut pas juste considérer donc le modèle uniquement par rapport à une seule variable de position. Donc on a 3 variables de position, 3 variables de vitesse, plus la masse. Par contre, toujours avec la loi de Newton, et on peut avoir une description complète de la trajectoire. Et dans les vrais modèles, au fait, on va contrôler notre donc lanceur par des paramètres qui sont des paramètres de tir, et aussi par 2 lois, donc des fonctions qui dépendent du temps et qui sont des angles, donc les angles du lanceur. Donc dans ces problèmes-là, on va soit minimiser la consommation, soit surtout maximiser au fait la charge utile qui est la masse des satellites qu'on veut par exemple transporter sur les orbites. Les structures aussi, au fait, dans ces modèles peut être plus complexe parce qu'on peut avoir donc un lanceur à plusieurs étages, avec parfois des largages de certains étages à des dates qui sont soit fixées, soit à déterminer, et qui peuvent alors correspondre soit tout simplement à la combustion de l'ergol dans l'étage, ou à la réalisation de quelques étapes intermédiaires, des contraintes intermédiaires dans le temps. Donc, dans une mission, on n'a pas seulement la contrainte finale pour arriver sur l'orbite finale, mais il y a aussi des orbites de passage et il y a des contraintes intermédiaires qu'il faudrait satisfaire
pour compléter la mission. Alors, voilà, donc là, j'ai décrit le problème, j'ai décrit la motivation et maintenant, je vais détailler un petit peu qu'est-ce que j'entends par la relation entre PMP et AJB et pourquoi est-ce qu'elle est importante et comment est-ce qu'on pourrait l'obtenir pour des problèmes avec contrainte intermédiaire ou contrainte finale. Alors, je vais me permettre d'abord de rappeler brièvement qu'est-ce qu'on sait sur la théorie quand il n'y a pas de contrainte du tout. S'il n'y a pas de contrainte, donc si je suppose que j'ai un problème de minimisation de Mayer sur l'ensemble des trajectoires, dans ce cadre-là, on sait que… Alors, j'ai dit tout à l'heure au fait que ça, c'est l'ensemble de toutes les trajectoires. J'ai fait les bonnes hypothèses. Je me suis arrangée pour qu'ils soient compacts. Donc, je sais en général qu'il y a une solution. Donc, je reviendrai plus, enfin, je discuterai plus du tout cette question-là. Maintenant, une fois qu'on prend une solution, donc candidate à l'optimalité, si on écrit les conditions d'optimalité, donc on sait qu'on a un principe très connu depuis les années 50, le principe de Pontryagin, qui décrit, alors en fait, la première équation, donc là je définis, si on définit l'hamiltonien sous cette forme, ben là au fait, moins cette dérivée, ça nous donnerait juste la dynamique, donc rien n'a changé. La trajectoire vérifie toujours la dynamique que j'avais énoncée au départ. Et puis on a l'existence de ce qu'on appelle un état adjoint. Donc l'état adjoint, c'est la solution d'une équation différentielle du même type. Ici, on retrouve la dérivée de l'hamiltonien par rapport à y. Alors, et puis on a une information importante dans le cas où on n'a pas de contrainte du tout, c'est que cet état adjoint à l'instant final, il est dans le sous-différentiel du coût phi, donc le coût à l'instant final. Ce système entre état et état adjoint est complété par une information sur la commande elle-même. Donc on sait qu'elle minimise cet hamiltonien le long de la trajectoire optimale et de l'état adjoint associé. Donc là, on écrit les conditions d'optimalité sous cette forme hamiltonienne, ce qui permet de tout de suite penser à la possibilité de résoudre le système hamiltonien pour trouver la trajectoire optimale, et c'est ce qui a été fait pendant très longtemps. Donc les gens s'intéressent à la résolution et aux solutions de ce système hamiltonien. Alors, une chose à noter tout de suite, c'est que si… Alors là, ici, j'ai fait exprès de prendre phi qui n'est pas C1. Donc, si c'est C1, donc bien évidemment, le sous-différentiel qu'on a là, ça se réduit au gradient. Et donc, l'état adjoint est unique. Quand il est unique, donc toute le système d'optimalité est vraiment, il nous renseigne sur, vraiment beaucoup sur l'optimalité de la trajectoire optimale. Dès qu'on sort de ce cadre où la fonction est C1, le système d'optimalité est un petit peu plus vague, donc il ne nous renseigne pas beaucoup. Et en particulier, au fait, on peut se retrouver dans des situations où on a plusieurs états adjoints, donc on n'a plus unicité de l'état adjoint, même lorsqu'on fixe la trajectoire et le contrôle. Donc cette remarque, au fait, elle aura une importance plus tard pour moi quand je vais parler des cas avec contrainte. Donc pour le moment, on retient juste qu'au fait, l'état adjoint, lui, il n'est pas unique en général. Donc ça, c'est un rappel bref pour le principe de Pontryagin. De l'autre côté, on a l'approche Hamilton-Jacobi qui, elle, va s'intéresser non pas à l'optimalité d'une seule trajectoire, mais elle va s'intéresser au comportement de la fonction valeur. La fonction valeur, c'est celle qui, à la condition initiale et à l'instant initial, va associer la valeur optimale. Donc on regarde un petit peu le comportement de ce coût optimal le long de l'intervalle du temps et aussi en espace. Et on a deux informations qui sont très importantes. La première, c'est le principe dynamique de Bellman
qui décrit la fonction valeur par un principe justement dynamique qui est décrit là et qui, en particulier, précise que la fonction valeur, elle reste, donc la trajectoire, elle reste au fait, optimale, pardon, donc en fait, pardon, la valeur optimale reste constante, le long de la trajectoire, optimale. Alors, une version infinitésimale de ce système dynamique, c'est l'équation qu'on appelle Hamilton-Jacobi et qu'on obtient à partir du principe dynamique. Alors ici, dans cette équation, on voit les dérivées de la fonction valeur par rapport au temps et par rapport à l'espace. En réalité, ces dérivées sont à prendre dans un sens généralisé, soit les dérivées de viscosité, les dérivés de Dini ou les dérivés encore, les gradients proximaux. Tout ça, ça permet de donner un sens très précis à l'équation d'Hamilton-Jacobi. Alors, maintenant, le lien entre les deux a été établi aussi dans le cadre sans contrainte. Dès les premiers résultats de Bellman, il avait remarqué qu'il y a une relation entre l'état adjoint, le principe de Pontryagin et l'équation d'Hamilton-Jacobi. Et ce lien, au fait, on peut déjà le deviner à partir de cette information-là. On voit que l'état adjoint est une sensibilité par rapport à des variations de la valeur optimale à l'instant final. Donc, on le voit à partir de là. Et on peut se demander si c'est le cas par rapport, au fait, tout le long de la trajectoire optimale. Et effectivement, donc Bellman, il avait montré que non seulement à l'instant final, mais aussi à n'importe quel instant, et à l'instant initial en particulier, l'état adjoint, c'est en quelque sorte la dérivée de la fonction valeur. Donc on s'est pris en la valeur optimale de la trajectoire. Donc ce résultat était démontré par Bellman lorsque on a unicité de l'état adjoint, donc c'est-à-dire que le coût final est dérivable, et il était valable tout le long de la trajectoire. Mais comme on sait que dès que phi n'est plus dérivable, en fait on n'a plus vraiment unicité de l'état adjoint, comme j'ai dit tout à l'heure. Et il a fallu attendre les fins des années 80 pour avoir les premières preuves par Clark et Winter, où il démontre ce résultat-là, même lorsque on n'a pas unicité de l'état adjoint. Donc il montre qu'il existe un seul état, enfin il existe au moins un état adjoint qui va vérifier ces conditions de sensibilité, donc la condition de sensibilité à l'instant zéro, mais tout le long aussi de la trajectoire optimale. Et ça, c'est important d'avoir non seulement une relation de sensibilité à chaque instant, mais avec des états adjoints peut-être qui sont différents, mais c'est intéressant de savoir que c'est un seul état adjoint qui vérifie le lien tout le long de la trajectoire optimale. Alors, depuis les travaux de Clark et Winter, il y a eu d'autres travaux avec des preuves qui sont de plus en plus simples et qui montrent ce résultat. Même dans le cadre, au fait, si on avait des contraintes sur l'état, la chose la plus importante, c'est qu'on a besoin dans ces travaux de définir ces gradients. La notion qui est adoptée, c'est le gradient de Clark, qui permet d'obtenir ces résultats de sensibilité dès que la fonction valeur est Lipschitz. Alors, c'est le cas lorsqu'il n'y a pas de contrainte sur l'état. S'il y a des contraintes sur l'état, il faudrait des hypothèses de contrôlabilité assez fortes pour maintenir ce caractère Lipschitz. Voilà, donc ça, c'est les choses qui sont connues lorsque la fonction valeur est Lipschitz.
Donc, je disais tout à l'heure que voilà, que les résultats montrent qu'il y a un état adjoint qui vérifie toutes les conditions de sensibilité. Et dans les papiers de Clark et Winter, il y a un exemple très simple avec une fonction qui n'est pas dérivable, donc en zéro. C'est un exemple simple où on peut calculer la fonction valeur. On peut montrer que y bar égale à 0 et u bar égale à 0, c'est en fait la trajectoire et le contrôle optimaux pour ce problème-ci. Et dans ce cas, au fait, on peut aussi écrire les conditions d'optimalité. Au fait, il se fait qu'on a, alors ça, c'est pas P point, ça doit être P bar. Donc, l'état adjoint, c'est un état constant qui est égal à lambda, avec un lambda qui est une valeur. Donc, les conditions d'optimalité nous disent tout simplement que ce lambda est dans le sous-différentiel de phi en y bar de 1, c'est-à-dire le sous-différentiel de phi en 0. Et le sous-différentiel de phi en 0, ici, il est donné par cet intervalle. Alors, donc, en fait, on peut même, si on écrit les conditions d'optimalité, on peut voir que tous les valeurs, n'importe quel lambda qui est dans cet intervalle-là, va vérifier les conditions d'optimalité. Pourtant, en remarquant que le sous-différentiel de V, donc il est donné par cette valeur-là, qui est ici, on peut en déduire qu'il n'y a qu'une seule valeur de lambda, il n'y a qu'un seul état adjoint qui vérifie les conditions d'optimalité et qui soit dans le sous-différentiel. Donc ça vient justifier le fait que d'abord, d'une part, l'état adjoint n'est pas unique, et deuxièmement, il peut y en avoir un qui vérifie les conditions d'optimalité et en plus les conditions de sensibilité qui relient le principe de Pont-Triagine à l'équation d'Hamilton-Jacobi. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont connues. La fonction valeur était Lipschitz, et donc on peut avoir ces relations en utilisant le sous-différentiel de Clark. Alors maintenant, je vais passer au cas où je vais supposer que j'ai une seule contrainte. Donc la contrainte finale, je vais expliquer maintenant comment est-ce qu'en fait on peut aussi généraliser les résultats à ce cadre-là. La fonction valeur, maintenant, elle n'est plus régulière, donc au mieux, elle serait semi-continue inférieurement. Pour assurer qu'elle est Lipschitz ou au moins autour d'une trajectoire optimale, il faudrait vraiment faire beaucoup d'efforts au niveau des propriétés de contrôlabilité qui sont en général très restrictives. Alors de plus, au fait, cette fonction, elle peut prendre parfois des valeurs infinies. Ça correspond à des conditions initiales qui ne permettent pas de satisfaire la contrainte. Donc encore une fois, c'est lié à la contrôlabilité des systèmes. Alors qu'est-ce qu'on sait sur le principe de Pont-Triagine pour ce problème-là? On sait que si on a une trajectoire optimale, alors le principe de Pont-Triagine, il est vérifié comme tout à l'heure. Donc l'état adjoint, il vérifie une équation différentielle où ici on retrouve comme tout à l'heure la dérivée de l'hamiltonien par rapport à y. Par contre, dans la condition finale, donc on obtient une information avec deux multiplicateurs, le multiplicateur mu et un multiplicateur lambda 0. Donc ici, j'ai supposé, en fait, je reviens au cas où tout est dérivable. Ici, le multiplicateur lambda 0, ça joue le rôle de multiplicateur associé à la contrainte finale. Et le multiplicateur mu, qui vaut 0 ou 1, il est égal à 0 lorsque les contraintes ne sont pas qualifiées et il vaut 1 lorsque les contraintes sont qualifiées. Donc ça, c'est déjà savoir si les contraintes sont qualifiées ou pas, ce n'est pas toujours évident. Mais on sait que pour une large classe de problèmes, on sait que
quand est-ce qu'ils sont qualifiés ou génériquement qualifiés, etc. Donc, ça, c'est l'information maintenant qu'on a. Et pour bien connaître au fait l'état adjoint, eh ben, cet état adjoint, il faudrait aussi connaître ses multiplicateurs. Lambda, 0 et mu. Pour la fonction valeur, eh ben, la fonction valeur, on peut aussi la caractériser par une équation d'Hamilton-Jacobi. Des résultats existent dans ce sens-là, même si déjà ils sont un petit peu plus compliqués parce que la fonction a perdu un peu de régularité. Néanmoins, on peut caractériser la fonction V par un principe dynamique et puis même par une équation Hamilton-Jacobi. Alors, le lien entre AJB et PMP, dans ce cadre-là, ben, en fait, on ne sait pas comment le définir puisque la fonction a perdu de la régularité, donc on ne peut même plus parler de son sous-différentiel, par exemple, au sens de Clark. On a le sous-différentiel proximal, mais on sait aussi par des exemples qu'il n'est pas du tout adapté pour exprimer la sensibilité entre l'état adjoint et la fonction valeur. Alors, donc pour contourner ce problème, on va proposer une autre formulation du problème. C'est une formulation qu'on avait introduite avec Altarovici et Bokanowski en 2013. Donc, pour n'importe quel problème de contrôle optimal, on peut inclure en quelque sorte les contraintes dont le critère à minimiser et se ramener ainsi à un problème auxiliaire, un problème de contrôle optimal où il n'y a plus de contraintes. Donc, c'est une sorte de pénalisation un peu exacte. Ici, donc, alors pour faire cette reformulation, on va introduire, alors je vais avoir besoin d'une variable supplémentaire. Donc, je vais introduire Z et je vais considérer le problème où on minimise sur l'ensemble des trajectoires un critère qui a été modifié et qui est maintenant la maximisation entre deux contributions. Donc ça, c'est le coût final que je cherche à minimiser depuis le départ. Donc ici, je prends phi moins z et ensuite, je maximise avec G0 qui est la contrainte finale. Et donc ici, en quelque sorte, ce que j'essaye de faire, je vais regarder le niveau des niveaux Z, je vais essayer de trouver des trajectoires qui restent en dessous d'un niveau Z et en même temps d'avoir cette quantité la plus basse possible. Bien évidemment, je vais m'intéresser à des situations où les deux vont être inférieurs ou égales à 0. Alors, la première chose à noter, c'est que ce problème est intéressant parce que la fonction valeur, elle est Lipschitz et puis elle vérifie une équation Hamilton-Jacobi très simple. Dans cette théorie, on n'a pas besoin du tout que les fonctions soient C1. Donc, le fait ici d'avoir pris le maximum, j'ai gardé le caractère Lipschitz. Et ça me permet donc d'avoir une fonction valeur W qui est aussi une fonction Lipschitz et qui est solution d'une équation d'Hamilton-Jacobi. La seule différence maintenant, c'est que j'ai augmenté l'espace d'état par une variable supplémentaire. Donc ça, c'est en ce qui concerne les régularités de ce problème qu'on vient d'introduire. Maintenant, quel est l'intérêt de ce problème et quelle est l'origine au fait de cette idée de prendre cette maximisation? Donc ça, c'est des idées qui existent dans la littérature depuis très longtemps. Ça s'appelle la fonction improvement function. Et ça consiste à faire la chose suivante, quand on cherche à minimiser sous une contrainte, enfin on cherche à minimiser une fonction f sous la contrainte g de x est négatif, eh bien, on s'intéresse à des problèmes auxiliés sous cette forme-là. Donc ça, c'est si on a envie de considérer des problèmes sans contrainte.
on peut considérer, donc ça c'est ce qu'on appelle la improvement function, et on a une équivalence au fait entre le problème P et P tilde qui sont déterminés par cette équivalente. Si j'ai une solution du problème P, et ben en choisissant bien Z bar comme f de x bar, et ben x bar est encore solution du second problème. Et si je prends une solution du problème P bar et qu'elle réalise exactement f de x bar, et bien à ce moment-là, et si ce minimum est égal à 0, ben en fait, c'est encore une solution de notre problème P. Donc ça, c'est des idées qui ont été déjà utilisées dans pas mal de travaux de Mifflin, de Solodov, Sagast-Isabal ou encore Abkarian et ses collaborateurs pour proposer des méthodes numériques pour des problèmes d'optimisation en général. Alors dans notre cas, au fait, on a aussi des équivalences entre ce problème et le problème ce problème auxiliaire et le problème de contrôle optimal. Alors d'une part, on peut voir que pour tous les points xz tels que au fait w de txz est négatif, ça va représenter l'épigraphe de la fonction v à l'instant t. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, si je prends un xz tel que w en txz est négatif, et ben ça veut dire qu'en fait, j'ai trouvé une trajectoire optimale telle que ces deux quantités-là restent inférieures ou égales à 0. Ça veut dire que le coût est inférieur ou égal à z et G0 est inférieur à 0, ce qui veut dire que ma trajectoire vérifie la contrainte finale et que le coût est plus petit que z, donc le coût optimal le sera aussi. Donc c'est un élément qui est x et z vont être dans l'épigraphe. On peut caractériser même v comme le plus petit niveau z, tel que cette fonction est inférieure ou égale à 0. On peut montrer que si on résout ce problème, et ben la reconstruction, donc si je calcule la fonction w, si je fais de la reconstruction des trajectoires à partir de la fonction w, comme on fait en général dans l'approche Hamilton-Jacobi, eh ben, ça me donnerait aussi des trajectoires qui sont optimales pour le problème d'origine. Et l'intérêt donc de passer par ce problème, c'est que ça nous évite de faire des... donc ça nous évite au fait de manipuler des objets qui ne sont pas très réguliers. Donc la fonction valeur v, comme je disais tout à l'heure, n'est pas très régulière. Et si jamais cette fonction v, si jamais cette valeur c'est plus l'infini, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trajectoire optimale du tout, je trouverai, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura pas de niveau pour lequel la fonction w est inférieure ou égale à 0. Pourtant, je vais pouvoir quand même calculer w en résolvant l'équation Hamilton-Jacobi associée. Voilà, donc cette idée-là, c'est ce qu'on propose maintenant d'exploiter pour aussi déterminer le lien entre la PMP et AJB, c'est-à-dire que maintenant le problème que je considère, c'est bien celui-là. On sait que si je prends une trajectoire optimale du problème initial, si je pose z bar est égal à v de tx, donc la valeur optimale, eh ben, la trajectoire y bar va rester encore solution de ce problème pour z est égal à z bar. Et donc, comme c'est une solution optimale, eh ben, je vais pouvoir écrire maintenant le principe de Pontryagin. Je vais pouvoir aussi écrire les relations de sensibilité pour ce problème-là, en tant que problème sans contrainte. La seule maintenant chose nouvelle dans ce problème-là, c'est qu'on a un critère qui s'exprime comme la maximisation de deux choses. Mais bon, le maximum, ça reste quand même une fonction Lipschitz. Donc, voilà comment la relation, on va l'établir entre la PMP et AJB. Si on part donc d'une solution optimale
Pour le problème de départ, j'ai dit que c'est une solution optimale aussi pour le problème auxiliaire. On écrit maintenant les conditions d'optimalité. Alors, ces conditions d'optimalité vont me donner donc un état adjoint qui est avec deux composantes. Alors, P de X et P de Z, puisque Z ici c'est un paramètre, mais je le considère aussi comme un état qui a une dynamique nulle. Alors, l'état adjoint P de X, c'est l'état adjoint en fait qui va être associé à la trajectoire. P de Z, c'est l'état adjoint qui va être associé à la constante, en fait, au paramètre Z que j'ai introduit. Donc, on va trouver que l'état adjoint associé à X, eh bien, il vérifie la même équation. En fait, donc c'est toujours exprimé par une équation différentielle. Dans la dynamique ici, c'est la dérivée de l'hamiltonien par rapport à Y. L'état adjoint par rapport à Z, il est constant. Et puis, à la condition finale, on sait que ça appartient au sous-différentiel de ce critère. Donc ça, c'est exactement comme ce que j'avais montré tout à l'heure. Donc en réalité, une fois qu'on a utilisé cette idée d'introduire au fait ce critère auxiliaire, et ben, on peut utiliser le résultat de Winter pour obtenir ce système d'optimalité. Le système enfin l'état ici adjoint est complété aussi par une information sur le contrôle optimal, donc qui minimise l'hamiltonien le long de la trajectoire optimale. Et puis la condition en fait ici, quand c'est le sous-différentiel du maximum de deux fonctions, donc là par les règles du calcul sous-différentiel, on peut voir au fait que ça s'exprime tout simplement comme combinaison de ces deux vecteurs. Donc une combinaison avec ici un multiplicateur, toujours mu, qui va nous indiquer si les contraintes sont si on a bien la qualification des contraintes ou pas, et le lambda 0 qui est le multiplicateur associé à la contrainte. Et puis, on voit aussi que ce coefficient, donc on a une information sur l'état adjoint associé à Z et qui est égal à moins mu. Donc déjà, là, cette règle de calcul sous-différentiel nous permet d'avoir une écriture donc, qui rappelle les conditions d'optimalité standard pour un problème avec contrainte. Alors, ce qu'on va obtenir aussi, c'est une relation donc, entre la PMP et AJB et qui dit la chose suivante. Donc, elle nous dit que le couple qui est ici, donc à l'instant 0, le couple d'état adjoint par rapport à la variable x et par rapport à la variable z appartiennent au sous-différentiel de la fonction auxiliaire et cette information va être maintenue le long de la trajectoire. En plus, on a une condition au fait de sensibilité que je n'ai pas beaucoup commenté tout à l'heure, mais qui serait au fait une sorte d'une réécriture de l'équation d'Hamilton-Jacobi et qui est aussi valable le long de la trajectoire optimale. J'insiste beaucoup sur au fait, surtout le fait que ces relations soient valables non pas de manière ponctuelle et probablement par des états adjoints différents, mais c'est le même état adjoint qui vérifie toutes ces relations-là. Alors, j'aimerais aussi insister sur le fait que l'état adjoint, c'est quelque chose qui est très classique. Donc là, cette forme qu'on obtient ici, c'est la forme standard qu'on obtient pour un problème avec des conditions terminales. La chose maintenant importante, c'est cette formule de sensibilité et qu'on propose de comprendre avec donc la sensibilité avec la fonction auxiliaire et pas avec la fonction valeur d'origine qui, elle, n'est pas régulière et ne permet pas du tout d'avoir les relations de sensibilité.
Et puis une troisième chose importante à voir dans ces relations-là, c'est qu'on voit s'exprimer ce multiplicateur mu, dont je disais tout à l'heure que c'est un indicateur qui nous dit si les contraintes sont qualifiées ou pas. Donc ça, ce multiplicateur, maintenant, c'est quelque chose aussi qu'on peut avoir dans notre information, dans la dérivée par rapport à la variable z. Et donc c'est quelque chose aussi qui est tout à fait naturel, puisque ce multiplicateur, justement, nous dit est-ce que, en fait, il est dans la variation par rapport à des niveaux. Donc, ça nous permet de savoir si finalement y bar et u bar sont bien l'optimum d'une fonction coût, ou est-ce que c'est uniquement solution, en fait, la trajectoire qui permettent de satisfaire les contraintes. Voilà, donc là, on voit bien ce paramètre s'exprimer comme une sensibilité par rapport aux critères. S'il est égal à… donc là, on sait qu'il prend ses valeurs entre 0 et 1. En général, on n'a pas d'indication supplémentaire, mais cette condition de sensibilité semble donner une information supplémentaire au fait sur ce multiplicateur. Bon, je n'en dis pas plus. Maintenant, comment est-ce qu'on veut utiliser toutes ces choses-là? Alors, on propose de les utiliser de la manière suivante, ce résultat. Donc, ce serait de calculer la fonction W. Alors, d'abord, au fait, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut résoudre, bien évidemment, le problème de contrôle optimal. Pour résoudre le problème de contrôle optimal, le principe, alors soit on le résout par l'approche Hamilton-Jacobi, mais c'est assez complexe, on peut le faire. La difficulté, c'est qu'en général, c'est très très difficile d'avoir une précision dans les trajectoires. Pourquoi? Parce qu'il faut résoudre cette équation Hamilton-Jacobi sur l'espace tout entier d'état, l'espace d'état, ou sur une région de l'espace d'état. Donc en général, c'est en dimension assez élevée. Donc on doit se contenter, si on fait un calcul, il faudrait que ça soit sur des grilles qui sont assez grossières, et ça ne permet pas d'avoir des trajectoires très précises. D'autre part, on pourrait aussi se dire, eh ben, on abandonne Hamilton-Jacobi, on fait juste la résolution du système d'optimalité, le principe de Pontryagin, donc l'équation de l'état adjoint, ça permettrait, et puis cette information sur le contrôle optimal permettrait au fait de résoudre le système hamiltonien associé par des méthodes de type les méthodes de tir. La difficulté, c'est que au fait, on n'a pas la condition, on a la condition initiale pour la trajectoire, mais on n'a pas la condition initiale pour l'état adjoint. Et donc, la résolution de ce système est très complexe. Ici, même si on a une information sur l'état adjoint à l'instant final, en fait, cette information, elle est donnée avec des multiplicateurs qui eux-mêmes ne sont pas connus. Donc, la résolution de ce système devient quand même assez compliquée à réaliser. Donc, ce qu'on veut faire maintenant, c'est faire d'abord un premier calcul par Hamilton-Jacobi, et sur des grilles qui soient raisonnables. Ensuite, essayer de voir est-ce que ces grilles-là vont nous donner un gradient, et si c'est le cas, eh ben, ça nous permettrait d'initialiser donc la méthode de tir en prenant comme condition initiale l'information qu'on obtient à partir de l'état adjoint. Pardon, à partir de la fonction ou du gradient de la fonction valeur. L'idée numérique, elle a déjà été explorée par Cristiani et Martinon en 2010 dans un papier publié dans JOTA, et ils avaient remarqué qu'au fait, en combinant les deux approches numériquement, ça marche très bien. Sauf qu'il n'y avait pas les outils théoriques pour le faire, et qu'il l'avait fait sur un gradient d'une fonction qui n'est pas très régulière. Donc en fait, ce résultat que je vous présente dans ce transparent, il cautionne au fait déjà le résultat numérique qui
qui était déjà exploré par Christiani et Martinon. Et en plus, au fait, il donne une assise un peu théorique pour ces types de traitements numériques, à condition, bien évidemment, de considérer la fonction valeur auxiliaire et pas la fonction valeur initiale. Donc, au fait, l'algorithme maintenant, si on veut écrire rapidement ce que ça devrait être, les grandes lignes de ce que devrait être l'algorithme numérique, c'est d'abord de calculer la fonction W, ou une approximation W delta. Ensuite, on va calculer une approximation de l'état adjoint à l'instant initial, et à partir de là, résoudre les conditions d'optimalité en partant donc de cette information qui nous manque dans les conditions d'optimalité. On obtient ainsi la trajectoire, le contrôle optimal, et à l'instant final, donc quand on arrive à l'instant final, et bien, au fait, et du fait qu'on a aussi des informations, donc par exemple, on pourrait obtenir mu en regardant le gradient de la fonction W par rapport à Z. En résolvant donc le système d'optimalité, si on connaît mu, si on obtient cette quantité-là par le système, donc par l'intégration du système d'optimalité, donc on connaîtrait ces deux termes, ça nous permettrait au fait d'en déduire le multiplicateur lambda 0, et avec toutes ces informations, on peut faire vraiment une méthode de tir initialisée par les informations qu'on a à partir de là, c'est-à-dire la condition initiale, le multiplicateur mu et le multiplicateur lambda 0, ou en tout cas des approximations de ces valeurs-là. Alors, quelques remarques sur cet algorithme. D'abord, la fonction, donc, comme je disais tout à l'heure, la fonction W en étant Lipschitz, on peut montrer la convergence, donc il y a un panel de méthodes numériques qui permettrait de discrétiser l'équation d'Hamilton-Jacobi et qui permettrait aussi d'étudier rigoureusement la convergence des schémas pour avoir donc des approximations qui sont convergentes. Deuxième chose, c'est une remarque très très importante qui est la suivante, c'est que dans les calculs des gradients, en général, les gradients, je disais tout à l'heure, la fonction W, elle est Lipschitz. On peut parler de ces sous-différentiels proximales, de Dini, ce qu'on veut, mais elle n'est pas vraiment dérivable et elle est... donc, il n'y a pas de raison vraiment de parler d'un gradient. Cependant, ce qu'on peut constater, c'est que quand on fait au fait du calcul numérique, quand on peut on s'aperçoit que le calcul du gradient, donc un gradient numérique, est très souvent, c'est un calcul qui est stable. Donc, c'est des choses qui ont été déjà remarquées par Benhamou en faisant des résolutions d'équations d'Hamilton-Jacobi, pas du tout dans le cadre que je décris ici, mais c'est une remarque générale pour les équations d'Hamilton-Jacobi. Il y a des explications, c'est sûrement la viscosité au fait qui permet de garder la stabilité de ce calcul, même si on ne peut pas parler vraiment de convergence. Alors, voilà, donc ça, ce sont quelques remarques sur ce calcul, et donc l'idée, ce serait de calculer la fonction, une approximation de la fonction W, une approximation de son gradient. En utilisant ces relations-là, on peut aussi avoir des approximations des paramètres mu et lambda 0, et à partir de là, on pourrait faire des calculs donc plus précis par une approche de type méthode de tir. Alors, un exemple donc là numérique sur le problème de Godard.
que j'avais présenté tout à l'heure. Donc ça, c'est ce qu'on obtiendrait si on fait un calcul par Hamilton-Jacobi sur des grilles très grossières. Donc on a des trajectoires qui sont pas très régulières, un contrôle optimal qui chahute beaucoup, mais on a quand même suffisamment d'informations. Et en particulier, si on calcule les gradients comme j'ai décrit dans le transparent précédent, au fait, et en faisant une méthode de tir, on peut avoir vraiment des trajectoires qui sont d'une précision vraiment supérieure. Et voilà, et très rapide parce que le choix qu'on va faire obtenu par les informations de la fonction valeur W sont assez pertinents, en tout cas sur cet exemple numérique. Bon, alors donc cette idée au fait se généralise. Donc je vous ai parlé tout à l'heure des contraintes intermédiaires. Donc là, le problème devient encore un peu plus compliqué. Assurer la régularité de la fonction valeur de ce problème est encore plus compliqué que tout à l'heure. Donc on va éviter d'introduire des hypothèses supplémentaires, mais par contre, on va garder cette idée de fonction auxiliaire. Ça a marché pour les contraintes terminales. On les utilise aussi pour les contraintes intermédiaires de cette manière-là. Donc toujours, si on est après l'instant T1, au fait, il n'y a pas de contrainte dans notre problème auxiliaire. Et par contre, si on est avant l'instant, donc ça devrait être pour tout T appartenant à 0 jusqu'à T1, à ce moment-là, on introduit aussi la contrainte intermédiaire dont la fonctionnelle a minimisé. Alors, comme tout à l'heure, on a une caractérisation de la fonction auxiliaire par une DP. Quand on a des contraintes intermédiaires, la difficulté qui va se rajouter, c'est que cette fonction va devenir discontinue en temps, mais ce n'est pas une discontinuité très méchante puisqu'elle est en temps et pas en espace. Donc, au fait, c'est comme si on avait un système de 2 équations et le passage à l'instant T1, il est décrit de manière très précise. Alors, si on écrit maintenant les conditions d'optimalité, si on étend, alors là, on ne peut plus appliquer les résultats existants, mais par contre, on peut étendre les preuves à ce cas-là. Et on peut établir au fait à la fois les conditions d'optimalité et le lien entre PMP et AJB. Alors d'abord, on a toujours le lien entre la fonction valeur de départ et la fonction auxiliaire. Si je prends une trajectoire optimale du problème de départ, elle est encore solution, donc la trajectoire est encore solution du problème auxiliaire. Et si on écrit les conditions d'optimalité, on obtient l'existence d'un état adjoint. L'état adjoint par rapport à x vérifie donc toujours l'équation du même type que tout à l'heure. Sa dérivée, en temps, si c'est une égalité, elle s'exprime par la dérivée de l'hamiltonien par rapport à y. L'état adjoint par rapport à z, c'est un état qui est constant et qui est égal à ce multiplicateur mu dont je parle tout à l'heure et qui indique si les contraintes sont qualifiées ou pas. Alors, on a une information de l'état adjoint à l'instant final et puis aussi, maintenant, comme on a une contrainte à l'instant T1, ça s'exprime dans l'état adjoint par un saut à cet instant-là, un saut qui est dans lambda 1 fois le sous-différentiel de la fonction G1. Donc ça, c'est les conditions d'optimalité. On peut les compléter maintenant par des relations. Alors les conditions d'optimalité aussi sont connues, même si le problème intermédiaire, ils sont prouvés par d'autres techniques. Il y a plusieurs techniques. Clark, Winter avaient développé des techniques. Dimitrouk avait développé aussi d'autres techniques pour les conditions d'optimalité. Donc là, on obtient les mêmes.
En plus, on a ces informations, et c'est ça qui m'intéresse, c'est un état adjoint qui vérifie la sensibilité le long de la trajectoire optimale. Et depuis tout à l'heure, je disais que c'était vraiment important d'avoir un même état adjoint qui vérifie ça, parce que maintenant, ce même état adjoint va vérifier aussi cette information-là. Je sais que l'état adjoint, donc au moment des sauts, il va être dans le sous-différentiel de W. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant dans cette information? Qu'est-ce qu'elle va me permettre de faire? Eh bien, tout à l'heure, je vous proposais de calculer la fonction W, de calculer le gradient pour avoir le multiplicateur mu et le multiplicateur lambda 0, qui sont les valeurs donc qui vont donner la valeur de l'état adjoint à l'instant final. Et bien maintenant, comme je sais que ce même état adjoint, il est dans le sous-différentiel de W, ben je vais aussi pouvoir utiliser cette information pour avoir, par exemple, cette valeur. Donc, au moment d'intégrer, si je démarre à partir de l'instant 0, je vais pouvoir intégrer le système différentiel jusqu'à l'instant T1-. Et à l'instant T1-, ben, je ne vais pas avancer parce que je ne connais pas le lambda 1. Par contre, si j'ai la fonction W qui est disponible, eh ben, je vais pouvoir avoir cette information. Donc, je vais pouvoir faire ce saut en utilisant encore la dérivée de la fonction W. Et ainsi, en fait, je vais pouvoir estimer aussi le saut qui devrait être dans l'état adjoint. Donc, l'utilisation maintenant de ces informations va me permettre, va compléter en fait tous les paramètres mu, lambda 0, lambda 1, la condition initiale, tout ça pourrait être donné par la fonction valeur. Et à partir de là, je peux avoir donc de quoi initier la méthode de tir. Alors, je vais donner rapidement donc je vais vous montrer, en fait, tout ça, ça a été implémenté en collaboration avec le CNES pour systématiser un petit peu cette approche pour combiner Hamilton-Jacobi et la PMP. Sur des missions qui sont différentes où les contraintes intermédiaires, elles peuvent être à date fixe ou à date aussi qui sont libres, donc des paramètres, des instants à optimiser. Donc je vais vous montrer 2 exemples. Le premier exemple, en fait, c'est une mission assez courte où on veut amener le lanceur sur le GTO, donc une orbite GTO. On a une seule contrainte au fait intermédiaire qui correspond au largage de la coiffe du lanceur. Et à ce moment-là, au fait, on a des sauts dans l'adjoint. Alors, la trajectoire au fait optimale qui est calculée par PMP, c'est la rouge. Ici, on a des trajectoires qui sont calculées par une grille grossière et puis par une grille un petit peu plus fine. Donc ici, je voulais juste vous montrer qu'au fait, les calculs des gradients restent assez stables. Et en utilisant donc les informations qu'on obtient par le calcul de HJB, en fait, encore une fois, le vert et les bleus, c'est des trajectoires qui sont obtenues juste, on calcule HJB, on a la fonction valeur, on prend les gradients, on intègre le système d'optimalité, mais sans rien optimiser. Après, on fait une méthode de tir, et là, on obtient la trajectoire optimale. Voilà, donc ça permet de donner des approximations. Alors, même si vous voyez que c'est un petit peu, c'est pas très précis, mais en même temps, en fait, les valeurs sont à 10-7, 10-9. Si on les écrasait et qu'on mettait tout à 0, en fait, on n'obtiendrait jamais la convergence de la méthode de tir sur ces exemples. Donc ça, c'est pour les trajectoires optimales. Pareil, trajectoire en rouge, c'est la trajectoire de référence, donc la trajectoire optimale qu'on obtient par la PMP. Et ça, c'est des trajectoires qu'on peut obtenir qui ne sont pas très précises
au départ quand on fait le calcul uniquement par HJB. Alors un deuxième exemple sur une mission un petit peu plus longue, qui fait un peu plus de 1500 secondes. Donc là, on vise des orbites qui sont un peu plus loin, avec 2 contraintes intermédiaires et une contrainte finale. Et là, en fait, on obtient aussi les mêmes types donc de comportements avec des états adjoints. Là, on peut localiser déjà par HJB les sauts, comme vous le voyez là sur la courbe bleue. Et puis, une fois qu'on a localisé, qu'on a calculé les états adjoints, ben, on peut obtenir des informations pour initialiser la méthode de tir qui, au final, nous donnerait une trajectoire de bien meilleure qualité et beaucoup plus précise. Voilà, toujours là, c'est donc sur les trajectoires elles-mêmes. Et voilà, j'arrive à la conclusion. Donc ma conclusion, c'est que quand on parle de ces problèmes, on l'avait déjà remarqué, que lorsqu'on a des contraintes sur l'état et au lieu de vouloir absolument garantir que la fonction valeur est régulière et imposer des hypothèses de contrôlabilité qui ne seront de toute façon pas satisfaites pour des systèmes enfin, dans les domaines par exemple mécaniques, ben, on propose plutôt d'utiliser la fonction auxiliaire qui qui a plus de régularité et qui permet de tenir compte des contraintes de manière rigoureuse. Cette fonction auxiliaire, elle permet aussi d'avoir le lien entre HJB et PMP. Donc c'est vrai que c'est voilà, on n'a pas une expression de l'état adjoint directement par rapport à la fonction valeur d'origine, mais cette fonction valeur d'origine, de toute façon, elle n'est pas régulière. Donc personnellement, je ne sais pas dans quel sens est-ce qu'il faudrait considérer son gradient pour avoir la sensibilité. Par contre, on pourrait très bien l'avoir avec la fonction auxiliaire. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour votre attention et j'attends vos questions. Merci.